Bon. Sur la photographie et qui participe à la revue Chimère, au comité de rédaction de la revue Chimère en particulier. Donc je vais te laisser la parole parce que tu parleras mieux que je ne saurais le faire, parce que si l'on doit ensuite revenir sur ces problèmes de la photographie, je préfère y revenir ensuite que de faire une présentation avant, ce qui serait peu opportun. Donc c'est plutôt à partir de ce que tu avais dit, tout en rappelant le titre que vous avez sur cette feuille, esthétique. C'est l'ensemble du titre, politique, économie, des enjeux de la photographie contemporaine. Donc il y a un grand éventail que tu as mis, c'est juste. Il est dommage que nous n'ayons pas, c'est ça, si vous avez vous ne l'avez pas apporté, il n'y en a aucune de ces photographies que tu as commentées, et tout, aucun des livres que tu as illustrés ne se trouve là. Oui, mais ça ne fait rien, c'est pas grave. Si, parce que les gens ne peuvent pas se rendre compte, mais c'était tellement lourd, comme tous les livres qui sont des livres d'art, et la photographie en particulier exige des livres très lourds, sauf des petits mais qui sont pas significatifs, mais les grands, que tu avais, tu n'as pas pu apporter ça. Non, mais tu n'avais pas à l'apporter. Et si, pour que mais non, parce que ce n'est pas de ça que je vais parler. Ça fait rien. Vous ne pouvez pas parler avec, hein. Ça fait essayer. Il fait suivre. Alors, si vous en prenez, vous ne pouvez pas parler. Et vous prenez-en une provision. Non, eh bien, tant pis, parlons, attendons, on verra bien, restons comme ça. Donc, je te laisse la parole. Attends, si tu veux écrire des choses au tableau, il n'y a pas de tableau, ce qui est extrêmement ennuyeux, mais je pense pas que j'aurais... Eh bien oui, parce que je suis ennuyé, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils venaient et qui disent qu'ils viennent et qui ne viennent pas. C'est 30 minutes au possible. Ça, on peut écrire avec ça. D'accord. Et là, j'en avais un autre qui était bleu. Et vous le bleu. C'est ennuyeux, mais on peut écrire là-dessus si tu as écrit. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas à écrire, donc ça devrait aller sans écriture. Et j'en suis désolée, sans photo. S'il y a des moments, peut-être ce que je pourrais montrer éventuellement, parce que j'ai mon ordi, c'est des images sur l'ordi. Ça, je pourrais les montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai mon ordinateur, oui. Donc je pourrais éventuellement montrer des images sur l'ordinateur. Ah, ben c'est ce que je veux dire. Voilà, éventuellement, mais je ne sais pas si ce sera vraiment nécessaire. Voilà. Ah bon. Voilà. Oui, il faudrait savoir si on peut le brancher, non? Ça n'a aucune importance, il est sur batterie, donc c'est bon. On n'arrête pas de progrès. Donc ça se promène tout seul. Alors oui, donc j'ai intitulé ma communication Esthétique, politique, économie, des enjeux de la photographie contemporaine, et je te remercie René de m'avoir invité à en parler. Donc tenter de décoder les multiples interactions qui nouent les dispositifs photographiques aux dispositifs économiques ne consiste nullement à mettre en évidence une sorte de salissure matérielle subie par une prétendue pureté artistique originelle, et pas davantage à faire de la photo spécifiquement par opposition aux autres modalités de production des images, un domaine qui se prêterait plus que d'autres aux compromissions économiques, mais plutôt à montrer que l'économie est,
comme elle l'a toujours été, le véritable nerf de la guerre esthétique, et partant la condition même d'une vie de l'art en général et de la photographie en particulier. La question ne sera donc ni de tenter d'extraire l'exigence photographique des réalités économiques qui participent de sa créativité, ni de déplorer l'évidence de ces dégradations. Ce n'est pas la photographie qui est dégradée par l'économie, mais ce sont les nouvelles modalités économiques qui prennent elles-mêmes des formes dégradantes, affectant tous les champs de la socialité et pas seulement le domaine esthétique. Zygmunt Bauman, forgeant le concept de vie liquide, a montré comment la financiarisation contemporaine de l'économie, par la fluidité même de ses circuits, conduit à une véritable liquidation de l'espace public, liquidation qui s'applique évidemment aussi aux multiples formes de l'art soumises aux lois du marché. Et la photographie, par l'effet même de sa reproductibilité technique, dans le monde informatique en particulier, y est exposée plus que tout autre. Il s'agira donc d'interpréter quelques types de relations complexes qui se nouent entre la photo et les milieux financiers, dont le marché de l'art n'est que l'une des modalités, et de voir que si ces relations ont bien des effets politiques au sens dominant, ou selon l'expression de Rancière, policier du terme, créant une véritable homogénéisation des formes photographiques, il n'en existe pas moins une exigence photographique qui, politique au sens revendicatif du terme, peut créer un véritable espace de visibilité. Donc, en premier point, j'étudierai donc les nécessités, en fait, d'une puissance de la multiplicité des espaces photographiques, et donc à partir de son histoire. Il faudra donc d'abord pour cela reconnaître la multiplicité des enjeux originels de la photographie, dans son rapport à l'espace social, au moment où elle construit manifestement de nouvelles visibilités, et donc de nouvelles formes de rapport au monde, à son émergence, à la fin de la première moitié du XIXe siècle. Le télescope, comme instrument technique de visibilité, a changé la donne des représentations de l'ordre cosmique autour du XVIe siècle, comme le microscope changera la donne des représentations de l'ordre biologique à la fin du XVIIe. Or, ce que permet la photographie n'est pas de voir par la direction instantanée du regard qui nécessite un renouvellement incessant, mais de fixer l'image pour l'offrir en permanence au regard. Et du point de vue scientifique, ce changement de paradigme est décisif. L'objet photographique ouvre au regard scientifique une infinité de possibles, tant dans le domaine de l'astrophysique que dans celui des sciences biologiques. La dimension indicielle de l'image prend ici sa valeur maximale, celle d'une pérennisation du savoir fixé dans la photographie. Et cette valeur scientifique est aussi bien évidemment une valeur économique. Elle requiert autant d'investissements financiers qu'elle ouvre d'espaces de pouvoir sur la nature. Mais l'espace de pouvoir ouvert par la photographie n'est pas seulement scientifique, c'est aussi un espace de pouvoir policier. Fixer l'image du visage comme on fixe la cartographie du ciel sera à l'origine des reconfigurations biopolitiques de l'espace social. Reconnaître les traits, mesurer, comparer, induire de la configuration des formes visibles, celles des structures invisibles du crâne et du cerveau, rapporter ces structures à des indices comportementaux et en déduire des anticipations sur les gestes, les actes, les attitudes. La photographie va lier indissolublement les processus de socialisation à des processus inquisitoriaux d'investigation. Photographie policière, photographie d'identité, constitueront les moyens technologiques fondamentaux du repérage et du contrôle, sous l'instigation en particulier de Bertillon, comme il constitue toujours le matériau de référence des avis de recherche. Par ailleurs, indépendamment de ses usages scientifiques et policiers, la photographie investit un espace semi-privé dont elle contribue à accentuer l'indifférenciation, un espace privé devenant public
par la saisie même de l'image. Là se posent des problématiques esthétiques du type de celles qui peuvent se poser en peinture: choisir l'angle, cadrer, mettre en lumière, laisser dans l'ombre, construire l'image comme document autant que comme monument. L'espace de la famille bourgeoise y devient un espace d'exhibition et de monstration, du même type que celui des familles royales. Là où n'existent pas les moyens de rétribuer un peintre, le photographe fera office d'archiviste de l'histoire familiale, de portraitiste de ses protagonistes, en groupe ou séparément. Ainsi s'ouvre un marché de la photographie comme médiatrice du théâtre de la vie privée, de la mise en scène de ses hiérarchies, dans l'anticipation des photos souvenirs de la vie familiale, dont Bourdieu fera un paradigme en publiant en 1965 Un art moyen. Dans le même temps, de manière parfaitement complémentaire, l'exhibition d'un autre territoire, celui de la photographie coquine, déploie les usages de la pornographie comme la mise en image d'une vie parallèle à celle de la notabilité familiale. Si un sultan a pu s'offrir les services de Courbet pour peindre une vulve, n'importe quel troufion pourra se soulager sur un objet similaire, mâle ou femelle, circulant sous le manteau, par la médiation photographique. Et dans ce domaine, ouvertement présenté comme tel ou déguisé, le marché des visibilités a un avenir aussi inépuisable que la pulsion scopique. L'autre espace qui s'ouvre à la photographie est celui de l'environnement, rural ou urbain, dans ses spécificités locales ou exotiques, dans tous les cas le temps long de la pose, supposant la mise en place d'un cadrage minutieux, oblige aussi à une véritable attitude esthétique, proche dans ses origines de la peinture paysagère, et les deux médiums ne cesseront d'interagir l'un sur l'autre, comme le montre à cette époque même l'usage de la photographie chez Courbet ou chez Delacroix. Donc, deuxième point, cette fois, c'est celui des problématiques de l'image de guerre. Mais c'est précisément le genre spécifique. Ce que je veux faire, en fait, c'est en quelque sorte ancrer les choses dans leur dimension historique pour en saisir, évidemment, les usages contemporains. Donc, c'est précisément le genre spécifique de l'image de guerre qui va être modifié par l'apparition de la photographie, passant du registre épique des batailles, telles qu'elles étaient présentées, par exemple, dans la peinture napoléonienne, au registre documentaire de leurs champs. C'est autour de la politique européenne des Balkans, au milieu du XIXe siècle, que va s'opérer ce tournant, tant les guerres qui s'y livrent autour des constructions de l'Europe sont contemporaines de l'émergence du médium photographique comme nouvelle modalité de captation de l'événement. Des massacres de Scio, peints par Delacroix en 1824, où même les cadavres des vaincus sont redressés par le mouvement des chevaux vainqueurs, à la bataille de Solferino, photographiée par Roger Fenton en 1856, sur laquelle on ne voit qu'un terrain couvert de corps disséminés, il y a le gouffre qui sépare l'image hagiographique de l'image documentaire. Ou pourrait-on dire le monument du document. Fenton part avec l'armée anglaise, embedded, selon une formule largement divulguée, mais la lourdeur du matériel, la longueur des temps de pause ne permettent pas de photographier le feu de l'action, et ces images documentent bien plutôt des lieux, des positions et des effets. Un travail qui n'a rien de neutre, mais s'adresse plutôt aux responsables militaires avec lesquels il est embarqué qu'à un public de spectateurs. C'est au début du XXe siècle, entre les deux guerres, que la donne va changer, quand les progrès et la diversification de la technique photographique lui permettent de devenir non plus seulement un outil de production des images à destination des institutions, mais un véritable instrument de leur diffusion à destination du grand public. Cette possibilité va de pair avec l'allègement du matériel photographique, sa dimension de plus en plus compacte, mais aussi avec une croissance exponentielle des systèmes de presse, liée elle-même au progrès des techniques d'impression et de diffusion. Une économie se met en place, bien évidemment toujours liée à des intentions d'action sur les mentalités, ce qu'un certain responsable télévisuel de la fin du XXe siècle a rendu célèbre sous l'appellation de temps de cerveau disponible, commence à occuper l'espace public par le moyen des magazines, pour lesquels la dimension fascinatoire de l'image passe par la multiplication des objets photographiques. C'est dans les années 30 que la profession de photojournaliste commence à s'organiser autour d'agences, Keystone et Associated Press ou Wide World aux USA. En France, l'agence Alliance Photo, qui deviendra Magnum,
qui diffuse en particulier évidemment les stars que sont Robert Capa ou Henri Cartier-Bresson, ou bien l'agence France Presse ou l'agence Trafo. La guerre d'Espagne en particulier, donc évidemment autour des années 1936, sera le lieu focalisant à leur début l'activité de ces agences, fournissant des images à la presse en vue de leur diffusion au public, et Robert Capa en a capté les photos les plus célèbres. Dans Hommage à la Catalogne, paru en 1938, George Orwell dira quel était le rôle véritable de la presse et de l'imagerie qu'elle véhicule, y compris de la part de Capa, dans ce processus. Elle avait pour tâche très politique, au sens policier du terme, de masquer la réalité des processus révolutionnaires dont tout sujet présent à l'époque sur le terrain pouvait être témoin. Donc là, je cite George Orwell. « Il serait difficile de croire que les anarchistes et les socialistes, qui étaient l'âme et le nerf de la résistance, accomplissaient de tels exploits pour sauvegarder la démocratie capitaliste, qui ne représentait rien de plus à leurs yeux, surtout aux yeux des anarchistes, qu'un appareil centralisé d'escroquerie. Ce qui avait lieu en Espagne, en réalité, ce n'était pas simplement une guerre civile, mais le commencement d'une révolution. C'est ce fait-là que la presse antifasciste à l'étranger avait pris tout spécialement à cœur de camoufler. Le monde entier était résolu à empêcher la révolution en Espagne, notamment le Parti communiste, avec la Russie soviétique derrière lui, s'était jeté de tout son poids à l'encontre de la révolution. Si la République capitaliste prévalait, il n'y aurait pas à craindre pour les investissements étrangers, et puisqu'il fallait écraser la révolution, cela simplifierait grandement les choses de prétendre qu'il n'y avait pas eu de révolution. Prétendre qu'il n'y avait pas eu de révolution, c'était en quelque sorte, aux yeux d'Orwell, qui lui a participé réellement à la guerre d'Espagne, un processus négationniste dont la photo de presse était un des agents, tout simplement parce que l'image de guerre, focalisée sur les représentations du combat que le progrès technique permet de saisir, ne dit rien du contexte politique du conflit, ce qui était bien évidemment l'ambition de Magnum, de ce qui deviendra Magnum. Mais aussi au final, parce que pour le spectateur, et par la manière même dont elle est saisie, elle opère une projection, non pas sur l'objet photographié, mais sur le photographe, comme véritable héros de l'événement dont il n'est pas acteur. Tous ceux qui ne savent pas que la guerre d'Espagne était une révolution savent en revanche qui était Robert Capa, son photographe attitré. Quand le photographe américain Eugene Smith ramènera les photos de Minamata, village de pêcheurs japonais intoxiqués au mercure par une usine pétrochimique, photo accompagnée d'un texte d'Aileen Miyoko dénonçant les procédés et faisant le récit des luttes juridiques des pêcheurs, le magazine Life éliminera le texte, tout simplement, sélectionnera les 11 photos les moins signifiantes politiquement et les plus frappantes visuellement, et publiera en couverture, en 1971, un portrait du photographe en héros. Sans cesse, la grande presse magazine, comme médium dominant, opère les effets de manipulation dont l'image photographique, par sa dimension indicielle, produit l'attestation. Une vérité s'invente qui prend, par la prégnance des organes de presse, le sens massifiant d'un consensus. Troisième point, maintenant, l'image choc comme, en fait, surinvestissement. Dans Mythologie, paru en 1957, donc évidemment en pleine émergence exponentielle des agences de presse et des magazines, en particulier du magazine Match pour ce qui concerne la France, Roland Barthes fera l'analyse de ces mutations du regard et du sens que produit la photographie devenue majoritairement liée à la presse magazine. Il en montre les fonctions essentielles, euphémiser la réalité environnante et surligner l'horreur des réalités lointaines. Donc une double postulation antagoniste. Créer en quelque sorte une conscience d'être protégé dans un monde qui, lui, est surexposé. Et la photographie est le médium, en déplacement constant, de cette assurance sédentaire dont participe la photo de reportage,
tant sur le terrain de la guerre qu'elle vise à spectaculariser, que sur celui de la catastrophe nationale qu'elle vise à euphémiser. Alors, il y a là-dessus un travail emblématique qui sera fait dans les années 70 par Martha Rosler et qui s'intitule « Bringing War at Home » et qui montre effectivement des intérieurs américains tout à fait cosy et extrêmement confortables, où l'on aperçoit par la fenêtre, comme si c'était là, effectivement, réellement au dehors, des images de la guerre du Vietnam. C'est exactement la dénonciation de ce qui se passe par la photographie de presse. Donc la photographie en est le médium, dans cette assurance sédentaire dont participe la photo de reportage, tant sur le terrain de la guerre qu'elle vise à spectaculariser que sur celui de la catastrophe nationale qu'elle vise à euphémiser. Ainsi, Roland Barthes écrit, à propos des inondations de 1955 à Paris, un texte intitulé « Paris n'a pas été inondé », pour mettre en évidence le négationnisme auquel aboutit la photo de presse. La réalité des destructions produites par les inondations y est masquée dans la photographie sous les références théologiques à l'arche de Noé et au sentiment de confiance et de sécurité qu'elle inspire. Les barques semblent glisser sur l'eau dans un paysage édénique et tout vise à produire l'impression de la réalisation d'un rêve plutôt que l'indice d'une catastrophe. Au contraire, lorsqu'il s'agit des guerres lointaines, ce qui est visé est bien de provoquer une impression d'horreur. Il ne s'agit pas de montrer une réalité, mais d'y sélectionner les indices intentionnellement choisis, susceptibles de provoquer la répulsion dans le temps même où s'accomplit la pulsion scopique. Cela même que Barthes définit comme l'horreur. Et dans ce jeu, Barthes met en évidence la position démiurgique autant qu'ambivalente du photoreporter. Prétendant donner à voir une vérité, il impose sans échappatoire possible l'émotion qu'il veut susciter. Donc là, je cite Barthes, « Il ne suffit pas au photographe de nous signifier l'horreur pour que nous l'éprouvions. Le photographe a presque toujours surconstruit l'horreur qu'il nous propose, ajoutant au fait, par des contrastes ou des rapprochements, le langage intentionnel de l'horreur. L'horreur n'est pas inventée, mais elle est sursignifiée, et cette surconstruction est une pure fabrication technique que l'image permet précisément parce que, sollicitant exclusivement la vue, elle fait abstraction de tous les autres sens. Dans la réalité de la guerre, l'horreur est perçue par l'odorat, bien avant d'être vue. Celle des excréments, des charniers, de ce que décrit Orwell d'une réalité vécue de la guerre dans Hommage à la Catalogne, donc je cite Orwell, « Nous étions à présent à proximité du front, assez près pour sentir l'odeur caractéristique de la guerre, d'après mon expérience personnelle, une odeur d'excréments et de denrées avariées. Partout, dans les granges puantes et pleines de vents coulis des fermes où l'on nous logeait, dans l'obscurité étouffante des abris souterrains, derrière le parapet pendant les heures glaciales au milieu de la nuit, le débat au sujet des lignes contradictoires du parti se poursuivait sans fin. » La photo de presse n'a donc pas seulement pour fonction de masquer les vrais enjeux politiques de la guerre, mais plus encore de surligner corrélativement l'effet du réalisme et celui de l'effroi. Elle donne à croire au spectateur que ce qu'il voit est l'exact eidolon, le parfait simulacre, l'équivalent sans médiation de la réalité du terrain. Le photographe serait ce parfait transmetteur de la vérité objective et en cela un médiateur effacé devant son sujet qui donnerait au spectateur la sensation d'y avoir été lui-même. Mais dans le même temps, les effets de surlignage de l'horreur dans la photographie conduisent le spectateur à identifier sa position de regardeur à celle du capteur, à cadrer son émotion dans les limites mêmes du cadrage photographique, totalement contraint et conduit non par la réalité perçue, mais par l'intention de celui qui la lui transmet, dans un geste intégralement contraint autoritairement par ses codes. Donc là, je cite Barthes, « On a frémi pour nous, on a réfléchi pour nous, on a jugé pour nous.
Le photographe ne nous a rien laissé qu'un simple droit d'acquiescement intellectuel. Nous ne sommes liés à ces images que par un intérêt technique. Chargées de surindication par l'artiste lui-même, elles n'ont pour nous aucune histoire. Nous ne pouvons plus inventer notre propre accueil à cette nourriture synthétique, déjà parfaitement assimilée par son créateur. Cela ne résonne pas, ne trouble pas. Notre accueil se referme trop tôt sur un signe pur. La lisibilité parfaite de la scène, sa mise en forme, nous dispense de recevoir profondément l'image dans son scandale. Réduite à l'état de pur langage, la photographie ne nous désorganise pas. La nourriture synthétique de l'image photographique ne nourrit précisément pas le spectateur, au sens où elle ne peut pas être assimilée par lui dans les marges de liberté laissées par l'interprétation. Ce que met en évidence le texte de Barthes, c'est la fonction propagandiste de l'image de presse, dans laquelle l'héroïsation émotionnelle du photoreporter se substitue à la documentation des faits dans une univocité du signe. Comme il l'écrit, réduit à l'état de pur langage, la photographie ne nous désorganise pas. Elle ne nous désorganise pas, c'est-à-dire qu'elle nous fait au contraire rentrer dans l'ordre, éprouver le consensus mou de l'horreur conditionnée, au même sens où peut l'être un produit dans un emballage. Les magazines vendent l'information comme un produit intégralement standardisé, destiné à s'accumuler sous le regard sans jamais pouvoir être ingéré. Ils participent bien évidemment et de façon centrale de ce que Debord appelle la société du spectacle et que Barthes dénonce ici sous le sceau de l'univocité du signe, une symbolique réifiée dont le photoreportage, avec ses codes esthétiques hégémonisants, est le plus survecteur. C'est cet imaginaire standard de la misère qui, plus tard, dans les années 70, sera le nerf de la recherche de fonds humanitaires et de son racket émotionnel sur le grand public. Le problème n'est pas qu'existe cette machinerie ou cette modalité esthétique de l'image, née entre les deux guerres avec l'émergence des agences de presse et devenue florissante avec l'extension de la diffusion des images par les organes de presse. Le problème est plutôt, d'une part, qu'elle soit devenue hégémonique, aux yeux précisément du grand public auquel elle est destinée, pour représenter ce qu'est la photographie, ce qui produit une véritable déséducation du regard. Le problème est aussi la confusion qu'elle opère entre information et sensation, qui ne peut bien sûr se faire que par la totale négation de la première. L'information confondue avec le désir de sensation ne produit pas une non-information, mais un double processus de désinformation et de désesthétisation. L'impossibilité corrélative d'accéder à une interprétation rigoureuse des événements et à une évaluation judicieuse des images. Ce qui est tué dans l'œuf par cet usage de la photographie inféodé au groupe de presse, c'est la possibilité même de ce à quoi appelait Benjamin politiser l'esthétique. Et ce qui signifie bien sûr qu'on a ce que dénonçait Benjamin, c'est-à-dire au contraire une esthétisation du politique. Quatrième point, donc, la nouvelle configuration du marché, les nouvelles configurations du marché. À la période contemporaine, les grands groupes de presse sont en perpétuelle reconfiguration, perturbés et recomposés par les médias télévisuels et l'accès à l'Internet. Et le fondateur du portail d'accès Free est sur le point, en France, d'acheter ce magazine passé de l'information politique à sa pipolisation, qu'est justement le Nouvel Observateur, objet particulièrement emblématique. Dans le moment même où le slogan rebattu de la liberté de la presse est contredit par l'omniprésence des signes d'inféodation au pouvoir économique et par la politique dont elle est le lieu. C'est dans ce contexte d'informatisation de l'information que la photo de presse, jusque-là cantonnée à ce secteur omniprésent, mais maintenant relayé sur la toile, intègre massivement les circuits du marché de l'art qu'elle avait déjà largement pénétrés à la suite de Cartier-Bresson. Ainsi, la photographie comme pratique esthétique est-elle saisie entre les modèles picturaux qui
qui sont ceux du marché de l'art et qui ont conduit en particulier à une augmentation des formats, et les modèles journalistiques qui sont ceux du photoreportage liés à la presse magazine. Celle-ci intégrant aussi les standards de la photo de mode comme argumentaire publicitaire et de la photo de charme comme prolongement du marché pornographique. L'économie journalistique de la photographie vient ainsi croiser l'économie de la collection d'art, mais ni l'une ni l'autre ne peuvent revendiquer une autonomie, précisément à l'égard du marché. Raymond de Moulin, sociologue et économiste, l'écrit dans Le marché de l'art, mondialisation et nouvelles technologies, donc là je la cite. Acteurs culturels par excellence, les conservateurs, donc les conservateurs évidemment de musées, de concert avec les critiques et les marchands, découvrent des talents, infirment ou confirment des réputations et sans délai élaborent un palmarès des valeurs esthétiques. Définissant ainsi l'œuvre artistique, ils interviennent en tant que prescripteurs. Ils forment et informent la demande dont ils constituent eux-mêmes un segment déterminant. Les investissements accrus des pouvoirs publics en matière d'art contemporain, particulièrement en France, ont singulièrement augmenté l'influence des responsables institutionnels, se situant à l'articulation de deux univers, esthétique et économique. Ils ont la possibilité d'intervenir sur toutes les dimensions de la réputation de l'artiste et de la valeur de l'œuvre. Donc là, ce que Raymond de Moulin met en évidence, c'est une sorte de circularité. Les conservateurs de musées, travaillant avec les critiques et avec les marchands, donc bien évidemment en relation avec le marché de l'art, deviennent des prescripteurs, c'est-à-dire effectivement des décideurs de la valeur des œuvres. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. En revanche, là où va se situer l'anomalie, c'est au niveau de, disons, l'interférence des pouvoirs publics. Ce que va montrer précisément Raymond de Moulin, c'est que ces pouvoirs publics, loin d'être devenus la possibilité d'un écart par rapport au marché et la possibilité donc de produire une nouvelle économie, vont au contraire produire un processus d'inféodation dans les processus de globalisation contemporains. Et donc il va y avoir une perversion de ce que devrait être précisément l'institution, qui devient en quelque sorte suiveuse du marché, au lieu d'en devenir au contraire, au lieu d'en être au contraire autonome, et qui par là inféode davantage les artistes eux-mêmes à un marché dont l'institution aurait pu être l'un des moyens précisément de les détacher. Donc là, il y a une véritable circularité, et donc la sociologue Nathalie Heinisch va montrer les effets pervers de cette circularité du marché de l'art. Donc là, je cite Nathalie Heinisch dans un ouvrage qui s'appelle Le triple jeu de l'art contemporain, qui est paru donc en 1998 et qui a été suivi d'autres ouvrages qui en fait poursuivent, disons, cette réflexion. Fuite en avant des artistes condamnés à la transgression perpétuelle au nom de la subversion artistique, donc subversion devenue un standard, devenue une obligation, donc devenue le contraire de ce qu'elle devrait être. Démission des institutions se refusant à jouer leur rôle normatif, donc prescripteur, au nom de l'ouverture à la modernité, c'est-à-dire précisément au nom d'ouverture au marché, qui n'est pas la modernité, mais qui prétend l'être. Désarroi des amateurs d'art ne sachant plus ni quoi ni comment admirer. Révolte impuissante des citoyens démunis des critères au nom desquels la collectivité agit en leur nom. C'est d'une vraie pathologie que souffre le corps social de l'art contemporain. Cette pathologie est particulièrement présente à l'égard de la photographie. Marie-Josée Monzin, philosophe, tente de reposer la question à partir du sens pris par le mot économie dans les querelles idéologiques de l'époque byzantine à propos de la question de l'image. Alors là, je vais citer des définitions proposées par Monzin, avec toutefois un regard critique par rapport à ces définitions. Ces définitions sont tout à fait judicieuses, au sens où elles permettent de
reconfigurer le sens qu'on peut donner au mot économie. En revanche, Marie-Josée Monzin a cédé à ce à quoi cèdent énormément de philosophes qui s'occupent du théologique, c'est-à-dire à une inféodation au théologique, et du coup son discours, qui aurait dû être un discours politiquement critique, devient un discours de reconduction du théologique, ce qui évidemment, à mes yeux, en dénature considérablement la portée. Toutefois, on peut utiliser les termes qu'elle emploie à propos de cette querelle byzantine, précisément, des iconoclastes, donc je la cite, « Car telle est l'ambivalence de la question posée par les termes d'eikon et d'oikonomia, question de l'image naturelle et du destin de l'image artificielle. » Donc image, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire ce qui véritablement prétend montrer une vérité, prétend désigner une vérité, et image artificielle qui produit la médiation entre cette supposée vérité et un monde esthétique. L'image est invisible, précisément comme la vérité au sens théologique. Elle n'a pas de visibilité, elle ne passe pas par les sens. Donc c'est un véritable oxymore, évidemment, de prétendre que l'image soit invisible, puisque l'image, c'est au contraire ce qui désigne précisément la visibilité. Donc, mais l'image, ici, est prise par Monzin au sens de l'adéquation à une vérité originelle. L'icône est visible, donc l'icône va précisément être cette transposition de l'image dans le domaine des visibilités. L'économie, donc économie qui précisément est dérivée à la fois de l'oikos, ce qui nous est commun, et de l'eikon, ce qui est l'image, l'économie fut le concept de leur vivante articulation. L'économie articule effectivement ce rapport entre de supposées vérités et ce qui sera leur présentation dans le monde. Autrement dit, elle articule un rapport symbolique. L'image est mystère, l'icône est énigme. Mystère, c'est-à-dire inaccessible, énigme, au contraire, offerte au déchiffrement et à l'interprétation. L'économie fut le concept de leur relation et de leur intimité. Donc l'économie va être ce mode de circulation entre l'invisible et le visible qui permet précisément la puissance symbolique de l'image, et cette puissance symbolique, c'est précisément ce qui lui donne aussi son pouvoir politique. Et vous voyez comment, si l'on prend ici ce que dit Monzin à partir de ce que j'ai montré tout à l'heure sur l'image de presse, on voit bien comment cette économie fonctionne dans un rapport symbolique à des formes d'idolâtrie, mais en même temps à des formes de nécessité de circulation du visible. L'image est éternelle similitude, l'icône est temporelle ressemblance, ressemblance avec l'image, donc un écart par rapport à la vérité. L'économie fut le concept de la transfiguration de l'histoire, de la manière dont l'histoire, précisément, transfigure, c'est-à-dire transporte la figure, en quelque sorte, du divin dans la réalité du contemporain. Troisième citation, comment un mot, le mot économie, aux résonances d'abord administratives et juridiques, et destiné à la bonne gestion du monde réel, pouvait-il, sans discontinuité et sans contradiction, concerner le mystère de la Trinité, celui de l'incarnation et celui de la rédemption. Et là, elle montre effectivement toutes ces mutations de la problématique de l'économie. Il y a donc plusieurs questions à examiner, dit-elle. Elle dit plusieurs, mais en fait, elle n'en donne que deux. 1. Comment la doctrine de l'incarnation et celle de l'icône ne sont qu'une seule et même chose, identité que subsume le concept d'oikonomia. Autrement dit, c'est parce qu'il y a précisément croyance à l'incarnation qu'il va y avoir une prégnance du pouvoir politique de l'image, ce que montre effectivement la querelle des iconoclastes, mais ce que montre aussi dans le monde contemporain la prégnance de la photographie dans la presse et ses codifications
aussi bien mythologiques que théologiques. Lorsqu'on parle par exemple des madones pour désigner simplement des photos de femmes qui sont en train de pleurer leurs enfants dans les guerres, évidemment que c'est un véritable artifice théologique qui permet de leur appliquer cette appellation-là. Et donc, deuxième question à examiner, comment la question de l'appropriation du pouvoir temporel s'est jouée à travers l'interprétation d'un concept qui, officiellement, n'aurait dû avoir qu'une vocation spirituelle. Précisément parce que cette vocation spirituelle, c'est une mainmise sur le champ du symbolique, et que cette mainmise sur le champ du symbolique va permettre les processus d'appropriation. Donc l'image est évidemment l'un de ces processus d'appropriation et le plus évident. Et Marie-Josée Monzin ajoute en 2003, dans un autre ouvrage, cette fois donc publié 6 ans après le premier, à savoir Le commerce des regards, et à ma grande déception, pas plus éclairé que le précédent sur le plan politique, mais pareil, donnant des outils d'interprétation qui, eux, peuvent être efficaces. Elle dit donc ce partage des regards. Et alors, c'est intéressant aussi, bon, je vais le dire après parce que je vous donne d'abord la définition, la citation dans son intégralité. Ce partage des regards concerne toutes les figures de l'altérité, depuis l'intimité d'une relation duelle jusqu'à la communauté la plus vaste. Donc, partage des regards, la plus vaste, c'est-à-dire intégrant les processus de globalisation. Quelque chose de la notion même d'humanité est en jeu dans le partage du visible. Il n'est pour s'en convaincre que de constater que tout impérialisme planétaire se caractérise désormais par la maîtrise d'un monopole iconique. Donc cet impérialisme planétaire qui se caractérise par la maîtrise d'un monopole iconique, évidemment, ça a été d'abord ce standard de la photographie de presse et de magazine, c'est devenu ensuite bien sûr l'image télévisuelle, et c'est maintenant toute l'imagerie telle qu'elle circule sur Internet. Là, on a bien un monopole iconique, et un monopole iconique qui crée une homogénéisation du regard. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment l'expression employée par Marie-Josée Monzin, à savoir un partage du visible. Parce qu'évidemment, quand on lit ça, et qu'on a lu Rancière, ce que Monzin a probablement fait aussi bien que moi, il est clair que le sens du partage du visible chez Monzin ou le sens du partage du sensible chez Rancière ont deux sens radicalement opposés. Lorsque Monzin parle d'un partage du visible, elle parle de ce qui se partage au sens de ce qui se communique, ce qui se transmet, et donc ce qui peut faire l'objet d'une unification. Elle a une vision unifiante de ce partage. Pourquoi ? Parce que son regard sur ce partage est un regard théologique. Donc un regard unificateur, intégralement dépolitisé. Même si effectivement elle parle de la maîtrise d'un monopole iconique comme d'une question qui est bien sûr une question politique. Mais l'analyse qu'elle fait de cette question du partage est une analyse qui part des présupposés effectivement des querelles byzantines, qui part de ce présupposé d'une économie définie comme un rapport à l'image dans toute sa symbolique et indépendamment de la circulation financière qui en est le lieu, mais d'autre part aussi, ce processus d'unification par l'image, c'est le processus théologique lui-même, tel qu'il s'instaure en particulier, bien sûr, dans la théologie chrétienne. Oui, tout à fait. En revanche, lorsque Rancière parle du partage du sensible, c'est exactement le contraire. Il montre comment le sensible fait l'objet d'un partage, c'est-à-dire d'une dissociation radicale qui va évidemment conduire à revendiquer une part des sans-parts à l'encontre, bien sûr, de ce qui leur est refusé. Donc, cette question du partage, évidemment, prend chez Rancière
même si là encore on peut en discuter les usages, hein, je ne suis pas spécialement ranciérienne, mais elle prend chez Rancière en tout cas une dimension et une connotation profondément politique qu'elle perd totalement chez Monzin. Et cette dimension politique, nous sommes obligés de la restituer pour comprendre ce qu'est précisément une politique de l'image. Pour comprendre qu'une politique de l'image, c'est d'abord une polémique de l'image, c'est-à-dire la nécessité que la revendication d'un certain mode de rapport à l'imaginaire contredise les tentatives d'homogénéisation telles qu'elles se produisent par rapport précisément aux modalités de l'imaginaire. Alors ce monopole iconique est précisément ce qui fait obstacle à la nécessité d'une authentique distance du regard photographique, la distance précisément qui organise le refus des confusions. Et c'est ce qui me conduit donc à un 5e point, c'est-à-dire la nécessité de la distance, distance que je vais prendre à la fois dans son sens métaphorique, dans son sens technique et dans son sens esthétique. Mise au point, grand angle, profondeur de champ, focale, zoom, une large partie du vocabulaire technique de la prise de vue repose sur la notion de distance et sur les mesures de sa régulation. Mais celle-ci est déjà au cœur de l'activité même de perception, et pas seulement dans le champ de la vue. Elle est enfin, et plus encore, déterminante pour toute forme de relation. S'il est vrai effectivement que toute relation suppose d'abord une distance, si elle ne veut pas être une fusion. Si on la saisit par ailleurs dans son sens le plus originel, la prise de distance est la condition première de toute existence, celle qui sépare le nouveau-né de la matrice. C'est par elle que la vie se fait différence, dans un mouvement de séparation à l'égard de l'origine. Ainsi, ce qui permet d'exister, ce qui permet de percevoir et ce qui permet de produire sont-ils déterminés par la même condition, celle d'un éloignement qui opère à la fois comme séparation et comme médiation. Ce qu'il nous faut interroger ici est donc le paradoxe qui fait de cet écart la condition même de l'émotion esthétique et qui, dans la photographie précisément, conditionne la puissance de l'image à sa déréalisation. Ce qui donc, dans les conditions les plus naturelles, est soit une condition d'accès à l'existence, soit une condition d'accès à la perception, devient d'abord, dans un contexte technologique, l'objet d'une mesure et d'une régulation. La technique met en œuvre comme dispositif ce que la nature impose comme disposition. Mais le réglage opéré ici n'a pas vocation à reproduire l'objet de la perception. L'opérateur ne photographie pas ce qu'il voit, mais ce qu'il veut montrer. Il anticipe sur une image que lui-même ne perçoit pas dans le moment où il tente de la capter, et la distance physique qu'il met entre lui et son objet se distingue radicalement de la distance technique qu'il va produire par les réglages de son appareil. Le calcul de la mise au point qui sélectionne le plan de netteté il y a un raffut terrible. Ferme la porte à moitié. C'est ça, ça donne moins de... C'est ça. Laisse-la un petit peu. Oui, je laisse pas impressionner. Vas-y. Donc le calcul de la mise au point. Attends, on reprend la phrase. Le calcul de la mise au point, oui, qui sélectionne le plan de netteté, celui de la profondeur de champ qui désigne la distance à l'intérieur de laquelle tout doit apparaître distinctement, relève d'une projection sur l'image à venir qui signifie sa production. La distance temporelle qui sépare la prise de vue de la production de l'image fait suite à la distance qui sépare la perception de l'objet de sa captation et doit anticiper sur la manipulation dont elle fera l'objet au moment du développement et du tirage. Ceci détermine de façon décisive la phase finale
du travail de production. Ces manipulations sont autant de successives distanciations qui font de l'image photographique ce que Léonard de Vinci désignait déjà dans l'image picturale comme cosa mentale, une abstraction intellectuelle qui requiert autant de savoir théorique que de savoir-faire technique. Et ce qui sépare à cet égard la peinture de la photographie n'est rien d'autre que ce qui sépare l'outil de la machine. Là où le matériel du peintre prolonge ses membres, celui du photographe se substitue à ses fonctions. Ce n'est plus l'œil qui accommode, mais l'appareil, et la fonction d'accommodation détermine un mode de captation du réel dont le résultat n'est pas immédiatement perçu, mais mis à distance par le temps même des manipulations qui vont suivre. Car l'appareil ne perçoit pas, il enregistre, et cette fonction d'enregistrement produit la capitalisation d'une image virtuelle qui ne deviendra réelle que par la perception d'un sujet, le photographe lui-même. À tous ces égards, la différence du dispositif argentique au dispositif numérique n'est pas si déterminante. En termes de production de l'image, ce n'est pas une différence de nature, même si elle peut le devenir en termes de résultats esthétiques. En revanche, ce qui sépare le producteur d'images picturales du producteur d'images photographiques à partir de l'opposition entre outils et instruments, c'est la distance à l'égard de l'image elle-même. Pour le photographe, l'image n'est jamais intégralement maîtrisée par le savoir-faire et son pouvoir s'accroît en quelque sorte du mystère de sa révélation. Il y a toujours pour son auteur un effet de surprise, une dimension imprédictible de l'image photographique qui est la distance qu'elle établit entre l'origine d'une perception et d'une conception et la finalité d'une production. Ainsi, l'élaboration la plus technologique apparaît en même temps comme la plus magique. Mais en même temps de cette magie-là, les effets apparaissent comme intégralement réglés, maîtrisés par le geste technologique, qui ne constitue le sujet en artiste que par la multiplicité des distances qu'il établit avec son objet. Régler, c'est donc décider de l'usage de la distance et affirmer ainsi à la fois une maîtrise du rapport à l'image, du rapport de l'image à la perception et un contrôle de sa propre sensibilité. Ces multiples distanciations ont manifestement le même effet que Brecht attribuait à ce terme dans le domaine théâtral, celui d'un contrôle de la représentation qui relie son résultat esthétique à un effet de dépathologisation. C'est parce que la sensation spontanément véhiculée par la perception est mise à distance qu'elle perd sa qualification purement organique et quasi végétative pour accéder à un statut esthétique. Dans Mère Courage et ses enfants, Brecht, dans l'immédiate après-guerre, représentait les dévastations de la guerre de 30 ans dans le XVIIe siècle allemand sous la forme de scénettes brèves, ironiques, scandées, rythmées et dépathétisées, mises à distance à 3 niveaux différents, celui du texte, celui de la scénographie et celui du jeu des acteurs, dans un montage qui est précisément la condition même de cette distance. Or, c'est précisément de cette mise à distance du pathos que surgit d'une guerre à l'autre un universel de la révolte et de l'émotion, ce qui définit à ses yeux même une conscience politique. Pas de hurlements et de visions de massacre, contrairement à la photo de reportage, mais seulement le réglage minutieux d'un enchaînement de scènes dans l'écart desquelles peut s'insinuer la distance critique du spectateur et par lesquelles le contraste entre la violence des situations et l'ironie du texte fait surgir une qualité d'émotion sans effusion.